Bienvenue sur les sables du temps. Rome, 1er siècle avant notre ère. La République romaine domine presque tout le monde méditerranéen. Ses armées ont vaincu Carthage, conquis la Grèce, soumis l'Espagne et avancent jusqu'en Orient. Mais cette puissance repose sur une réalité brutale, l'esclavage. Des millions d'hommes et de femmes capturés lors des guerres alimentent l'économie romaine, dans les champs, dans les mines, dans les maisons et dans les arènes. Et c'est justement dans une école de gladiateurs que commence l'une des révoltes les plus extraordinaires de l'Antiquité. L'histoire de Spartacus. Avant toute chose, il faut être honnête. Nous savons relativement peu de choses sur Spartacus lui-même. Nos principales sources sont deux auteurs antiques, Plutarque, dans la vie de Crassus, Appien, dans Histoire romaine, guerre civile. Les deux écrivent plus d'un siècle après les événements, mais leur récit constitue la base de tout ce que nous savons aujourd'hui. Selon Appien, Spartacus était un Thrace, originaire d'une région correspondant aujourd'hui à la Bulgarie ou à la Turquie européenne. Il aurait servi comme soldat auxiliaire dans l'armée romaine avant d'être capturé, puis vendu comme esclave. Son destin devient alors celui de nombreux prisonniers de guerre. Il est envoyé dans une école de gladiateurs à Capoue, propriété d'un certain Lentulus Batiatus. Dans l'arène, les gladiateurs sont des combattants entraînés à tuer pour divertir la foule. Mais certains refusent d'accepter ce destin. En 73 avant Jésus-Christ, un complot se prépare dans l'école de Capoue. Selon Plutarque, environ 70 à 78 gladiateurs participent à la révolte. Le plan est découvert plus tôt que prévu. Les hommes doivent agir immédiatement. Ils s'emparent de couteaux et d'ustensiles dans la cuisine, attaquent les gardes, puis réussissent à s'enfuir. Peu après, ils interceptent un chariot transportant des armes destinées à d'autres gladiateurs. Cette fois, ils sont vraiment armés. Les fugitifs se réfugient alors sur les pentes du mont Vésuve. À Rome, on ne prend pas encore cette révolte au sérieux. Après tout, ce ne sont que des esclaves en fuite. Mais cette erreur va coûter cher. Rome envoie une petite force d'environ 3000 soldats sous le commandement du préteur Caius Claudius Glaber. Les Romains pensent avoir trouvé la solution. Ils bloquent l'unique sentier menant au sommet du Vésuve. Les esclaves vont mourir de faim. Mais Spartacus imagine une manœuvre audacieuse. Pendant la nuit, les rebelles fabriquent des cordes avec des lianes. Ils descendent par une falaise que les Romains pensent infranchissable, puis attaquent le camp romain par l'arrière. L'armée romaine est mise en déroute. Pour Rome, c'est une humiliation. Et pour les esclaves d'Italie, c'est un signal. La victoire attire des centaines, puis des milliers de nouveaux rebelles. Des esclaves s'échappent des grandes propriétés agricoles. Des bergers rejoignent la révolte. Même certains hommes libres pauvres s'y rallient. Très vite, la petite bande de gladiateurs devient une véritable armée. Selon Appien, elle pourrait atteindre environ 70 000 hommes. Et cette armée est redoutable, parce qu'elle est composée d'hommes qui savent déjà se battre. Beaucoup de ces rebelles sont d'anciens soldats, des auxiliaires capturés lors des guerres de conquête, des gladiateurs habitués à la violence de l'arène. Spartacus le comprend rapidement. Il ne peut pas affronter Rome
en bataille rangée, alors il fait autre chose. Il utilise la mobilité, l'imprévisibilité, des attaques rapides, des retraites soudaines, des manœuvres que les commandants romains n'anticipent pas. L'historien américain Barry Strauss, spécialiste de l'Antiquité et auteur d'une biographie de Spartacus, décrit un chef qui savait exploiter la mobilité de son armée face à une puissance militaire qui n'était pas conçue pour ce type de guerre. Les Romains envoient là plusieurs forces pour écraser la révolte. Spartacus les bat les unes après les autres. Pendant un moment, une grande partie du sud de l'Italie échappe au contrôle de Rome. Mais le succès va aussi créer des divisions. En 72 avant Jésus-Christ, l'armée rebelle est immense. Mais elle est aussi difficile à contrôler. Un des chefs rebelles, Crixus, se sépare de Spartacus avec environ 30 000 hommes. Cette décision est catastrophique. Les Romains interceptent l'armée de Crixus près du mont Garganus. Crixus est tué et ses forces sont détruites. Spartacus reste néanmoins redoutable. Il remporte encore plusieurs victoires contre les armées consulaires envoyées par Rome. À ce moment-là, il semble avoir une chance réelle de quitter l'Italie. Selon Plutarque, Spartacus voulait marcher vers le nord et franchir les Alpes, permettre à chacun de ses hommes de rentrer chez lui, dans sa région d'origine. La route vers le nord est ouverte, mais Spartacus fait demi-tour. Pourquoi? Les historiens en débattent encore aujourd'hui et aucune réponse définitive n'existe. Peut-être que ces hommes ont refusé de partir, trop ivres de victoire, trop attachés au pillage du sud de l'Italie pour accepter une retraite. Peut-être simplement qu'il n'avait plus les moyens d'imposer sa volonté à une armée devenue trop grande, trop diverse, trop difficile à gouverner. Ce demi-tour reste l'un des grands mystères de la guerre servile, et il va changer le cours des événements. À Rome, la situation devient intenable. Le Sénat confie alors le commandement à l'un des hommes les plus riches et les plus ambitieux de la République, Marcus Licinius Crassus. Crassus reçoit 8 légions, soit plusieurs dizaines de milliers de soldats. Mais l'armée romaine est démoralisée par ces défaites. Crassus prend une décision extrême. Il applique une punition antique appelée la décimation. Dans certaines unités, un soldat sur 10 est exécuté par ses propres camarades. La discipline revient immédiatement. Et la guerre change de visage. Spartacus se replie vers l'extrême sud de l'Italie, dans la région de Bruttium. Son nouveau plan est de traverser le détroit de Messine pour rejoindre la Sicile. Ce n'est pas un choix anodin. La Sicile a déjà été le théâtre de 2 grandes révoltes d'esclaves en 135 et en 104 avant Jésus-Christ. Spartacus espère peut-être y rallumer une insurrection de grande ampleur, mais le plan échoue. Les pirates qui devaient transporter l'armée disparaissent avec l'argent. Pendant ce temps, Crassus construit un immense système de fortifications, un fossé et un mur de près de 60 km pour enfermer les rebelles dans la péninsule. Spartacus est piégé, mais il réussit encore à s'échapper. Une nuit, profitant d'une tempête, les rebelles franchissent les lignes romaines. En 71 avant Jésus-Christ, l'armée rebelle affronte finalement les légions de Crassus lors d'une bataille décisive près du fleuve Silarus, dans le sud de l'Italie. Plutarque raconte un épisode célèbre. Avant la bataille, Spartacus aurait fait amener son cheval devant l'armée, puis l'aurait tué. Il aurait déclaré « Si nous gagnons,
nous aurons beaucoup de chevaux ennemis. Si nous perdons, je n'en aurai plus besoin. La bataille est terrible. Selon Appien, Spartacus tente même de se frayer un chemin jusqu'à Crassus lui-même. Il tue plusieurs centurions romains, mais l'armée rebelle finit par céder. Spartacus est tué au combat. Son corps ne sera jamais retrouvé. La guerre est terminée, mais Rome veut frapper les esprits. Environ 6000 prisonniers sont crucifiés le long de la Via Appia, entre Capoue et Rome. Pendant des kilomètres, les croix bordent la route. Un message clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui se révoltent contre Rome. Militairement, la révolte de Spartacus est un échec. La République romaine ne tombe pas. L'esclavage continue pendant des siècles. Mais voilà ce que les historiens modernes comme Brent Dishaw ou Barry Strauss nous rappellent. Spartacus n'était probablement pas un révolutionnaire idéologique. Il ne cherchait pas à abolir l'esclavage. Il ne voulait pas renverser Rome. Son objectif était plus simple, plus humain, s'échapper. Permettre à ces hommes de rentrer chez eux. C'est nous, les siècles qui ont suivi, qui avons fait de lui un symbole de résistance face à l'oppression. Un nom repris par des révolutionnaires, des mouvements ouvriers, des combattants de toutes causes. Il a défié la plus grande puissance du monde antique. Et c'est peut-être pour cela que, plus de 2000 ans plus tard, nous nous souvenons encore de son nom, Spartacus. Merci d'avoir suivi cet épisode sur les sables du temps. N'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire.